Tout s'est joué en à peine 6 minutes, 6 petites minutes seulement et pourtant assez pour faire vaciller la ligne de fracture entre Moscou et l'Occident. Après des années passées à imposer la peur comme une monnaie diplomatique, Vladimir Poutine venait de lancer une... Tout s'est joué en à peine 6 minutes, 6 petites minutes seulement et pourtant assez pour faire vaciller la ligne de fracture entre Moscou et l'Occident. Après des années passées à imposer la peur comme une monnaie diplomatique, Vladimir Poutine venait de lancer une nouvelle mise en garde brutale à Sébastien Lecornu, visant directement la posture française en Europe orientale. Face à lui, le Premier ministre français recevait ce regard froid, presque satisfait, accompagné de ce sourire de glace que le maître du Kremlin réserve à ceux qu'il croit déjà vaincus. Poutine semblait attendre la scène habituelle, un dirigeant occidental qui baisse les yeux, recule d'un pas, puis accepte le chantage russe au nom d'une prétendue prudence. Mais cette fois, le scénario dérailla. Lecornu se leva et les mots qu'il prononça figèrent instantanément la délégation russe. Ce n'était plus une passe d'armes entre diplomates. C'était une rupture nette, le moment précis où la France fit comprendre au monde qu'elle ne plierait plus devant les intimidations venues du Kremlin. Pour mesurer la portée de cette scène, il faut pourtant revenir 4 jours plus tôt, dans les couloirs lourds de tension de l'Élysée, à l'instant où Sébastien Lecornu prit une décision destinée à faire trembler jusqu'aux bases mêmes du pouvoir russe. Le 1er septembre 2025 à 22h15, le bureau du Premier ministre baignait dans une lumière blafarde. Dehors, Paris résonnait encore des échos des manifestations. Les vitres brisées jonchaient les avenues, et les sirènes hurlaient dans la nuit et la France semblait au bord du gouffre. Lecornu était seul face à une montagne de dossiers classifiés qui grossissaient d'heure en heure, rapport de la Direction générale de la sécurité extérieure, analyse militaire, télégramme urgent de Varsovie. Tout convergeait vers une réalité terrifiante, la Pologne était en danger imminent. Le téléphone sécurisé sonna. C'était Duda, le président polonais depuis Varsovie. Sa voix trahissait une panique mal contenue. « Sébastien, nous avons des mouvements de troupes russes inédits à la frontière biélorusse. Nos services estiment qu'une provocation majeure se prépare dans les 62 heures. L'OTAN temporise, l'Allemagne refuse de s'engager. Les Américains sont distraits par leurs problèmes internes. Vous êtes notre dernier espoir. » Lecornu resta silencieux. Il savait que la France traversait sa pire crise depuis mai 68. Les émeutes paralysaient le pays. L'économie s'effondrait, son propre gouvernement vacillait. Comment défendre la Pologne quand il n'arrivait même pas à maintenir l'ordre dans ses propres rues? Mais dans ce silence, quelque chose grandissait, une résolution, une colère froide contre celui qui profitait des faiblesses occidentales pour redessiner la carte de l'Europe. « Monsieur le Président », dit finalement Lecornu, « donnez-moi 48 heures. La France ne laissera pas tomber la Pologne. Jamais. » Il raccrocha et se tourna vers la carte de l'Europe accrochée au mur. Les frontières semblaient soudain si fragiles, si précaires. Cette nuit-là, Sébastien Lecornu prit une décision. Il n'attendrait pas que Poutine frappe, il frapperait le premier. Les heures suivantes furent intenses. Lecornu convoqua ses conseillers les plus fidèles, mais pas pour organiser une réponse défensive, pour préparer une offensive diplomatique sans précédent. « Je veux tout sur les faiblesses de Poutine », ordonna-t-il à son directeur de cabinet, ses échecs militaires, ses problèmes internes, ses zones de vulnérabilité. « Je veux connaître cet homme mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Pendant 3 jours, l'équipe du Premier ministre éplucha chaque analyse du FSB, interceptait, décortiqua chaque rapport de leurs espions en Russie, analysa chaque signe de faiblesse du régime poutinien. Le 3 septembre, Lecornu reçut un appel qui allait tout changer. C'était un haut responsable français du renseignement appelant depuis un téléphone sécurisé. « Monsieur le Premier ministre, nous avons intercepté une communication entre le Kremlin et Minsk. Poutine planifie un incident à la frontière polono-biélorusse pour justifier une intervention de protection. C'est exactement le même scénario qu'en Ukraine. » Lecornu sentit son sang se glacer. L'histoire était en train de se répéter et cette fois, l'OTAN risquait d'être directement impliquée. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il arpentait son bureau seul avec sa colère et sa détermination. Il pensait à tous ces Européens qui avaient cru naïvement que Poutine s'arrêterait à l'Ukraine.
Il pensait à cette Europe qui avait donné au monde la démocratie, les droits de l'homme, l'art de vivre, et qui se faisait grignoter par un autocrate nostalgique de l'URSS. Il pensait surtout à cette France en crise que Poutine considérait probablement comme trop faible pour réagir. Au matin du 4 septembre, Lecornu convoqua une réunion extraordinaire du Conseil de défense. Autour de la table, ses ministres les plus proches, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Bruno Le Maire. L'atmosphère était électrique. « Mes amis », commença Lecornu d'une voix calme mais résolue, « dans moins de 24 heures, je vais défier Vladimir Poutine publiquement. Je vais lui dire ces 4 vérités devant l'Europe entière et je vais le faire au nom de la liberté. » Un silence stupéfait accueillit ces paroles. « Sébastien », intervint Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, « vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Poutine peut nous couper le gaz, il peut nous cyberattaquer, il peut… » Lecornu l'interrompit d'un geste. « Il peut quoi nous envahir, nous bombarder, nous menacer plus qu'il ne le fait déjà ?» Sa voix monta d'un cran. « La France n'a plus rien à perdre. Nous sommes déjà au fond du trou. Le seul chemin qui nous reste, c'est de nous battre. » Bruno Le Maire, habituellement pragmatique, était livide. « Mais enfin, Sébastien, la diplomatie, ce n'est pas la guerre. On ne provoque pas Poutine quand on a des émeutes dans nos propres rues. » Lecornu le regarda avec une intensité qui le fit tressaillir. « Bruno, notre crédibilité diplomatique est morte le jour où nous avons cessé de défendre nos valeurs par peur des représailles. Je vais la ressusciter. » Le 5 septembre au matin, Lecornu se rendit au sommet européen de Bruxelles. Dans l'avion, il était inhabituellement silencieux. Ses conseillers s'attendaient à le voir réviser ses dossiers, répéter ses arguments, mais non, il regardait les nuages par le hublot et réfléchissait. Ce que ses collaborateurs ne savaient pas, c'est qu'il était en train de vivre une transformation profonde. Il cessait d'être un Premier ministre en difficulté pour devenir un leader européen. L'atterrissage à Bruxelles fut mouvementé. Les journalistes français présents criaient leurs questions. « Monsieur le Premier ministre, comment gérez-vous la crise des blocages ? Pensez-vous démissionner la France peut-elle vraiment s'occuper de l'Europe dans son état actuel ?» Lecornu ne répondit pas. Il se contenta de sourire énigmatiquement et de monter dans sa voiture officielle. Il savait que dans quelques heures, ces questions paraîtraient dérisoires. Le sommet commençait par une session consacrée à la sécurité européenne. C'est exactement ce qu'espérait Lecornu. Autour de la table, les 27 dirigeants de l'UE discutaient mollement des tensions à l'Est avec leur prudence habituelle. Scholz évoquait la nécessité du dialogue constructif avec Moscou. Macron, encore affaibli par sa défaite électorale récente, parlait de désescalade. Tous marchaient sur des œufs face à Poutine. C'est alors que la nouvelle tomba. Un aide entra précipitamment dans la salle et murmura quelque chose à l'oreille de Charles Michel, le président du Conseil européen. Ce dernier pâlit visiblement. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix tendue, « nous venons de recevoir une communication officielle du Kremlin. Le président Poutine demande à s'adresser directement à notre Assemblée par vidéoconférence. Il invoque l'urgence de la situation en Europe de l'Est. » Un frisson parcourut la salle. Poutine n'avait jamais demandé à s'adresser directement aux dirigeants européens. C'était soit un piège, soit une escalade majeure. Charles Michel regarda autour de la table. « Que décidons-nous » Tous les regards se tournèrent vers les grands Scholz, Macron, Meloni. Mais c'est Lecornu qui prit la parole. « Acceptons. Il est temps d'entendre ce que M. Poutine a vraiment à nous dire. » 20 minutes plus tard, l'écran géant s'illumina. Vladimir Poutine apparut assis dans son bureau du Kremlin avec ce décorum de pouvoir qui l'accompagnait toujours. Derrière lui, les drapeaux russes et les portraits des tsars. Devant lui, les dirigeants de l'Europe démocratique. Le contraste était saisissant. « Messieurs les dirigeants européens, » commença Poutine de sa voix monotone mais menaçante, « je m'adresse à vous aujourd'hui parce que certains de vos pays adoptent une attitude dangereusement agressive envers la Russie. » Son regard via la caméra semblait fixer chacun des présents. Nous observons des mouvements militaires inhabituels près de nos frontières. Nous constatons une rhétorique de plus en plus hostile dans vos médias. Nous notons des décisions politiques qui mettent en péril la stabilité de notre région commune.
Il marqua une pause théâtrale avant de continuer. La Russie a toujours privilégié le dialogue et la coopération. Mais nous ne tolérerons pas les provocations. Nous ne laisserons pas notre sécurité nationale être menacée par des aventures irresponsables. Chaque mot était pesé, calculé pour intimider. Poutine balaya du regard les visages tendus des dirigeants européens avant de s'arrêter sur celui de Lecornu. Nous sommes particulièrement préoccupés par certains discours récents émanant de Paris. Des discours qui semblent oublier que la France traverse actuellement ses propres difficultés internes. L'attaque était directe, personnelle, humiliante. « Monsieur Lecornu, dit Poutine en regardant droit dans la caméra, votre pays brûle, votre économie s'effondre, votre peuple se révolte dans les rues. N'est-il pas temps de vous occuper de vos propres problèmes plutôt que de donner des leçons à des nations qui ont 2 siècles d'expérience en plus que la vôtre ?» Le silence qui suivit était assourdissant. L'humiliation était publique, gratuite, insupportable. La Russie ne cherche pas le conflit, continua Poutine, mais elle ne l'évitera pas si on l'y force. Nos intérêts vitaux en Europe de l'Est ne sont pas négociables. Nos moyens de les défendre sont considérables. J'espère que nos partenaires européens sauront faire preuve de la sagesse que leur histoire devrait leur avoir enseignée. La menace était à peine voilée. Poutine conclut par une phrase glaçante « L'Europe a le choix entre la coopération et la confrontation. Elle a le choix entre la prospérité partagée et l'isolement mutuel. Choisissez sagement. » L'écran s'éteignit. Le maître du Kremlin venait de défier l'Europe entière, mais surtout d'humilier publiquement le Premier ministre français. Mais ce qui se passa ensuite, personne ne l'avait prévu. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Pas de demande de parole, pas d'autorisation du président. Il se dressa simplement, posa ses mains sur la table et regarda l'écran éteint avec une intensité qui fit frémir ses collègues. « Monsieur Poutine !» dit-il d'une voix claire qui porta dans toute la salle. « Puisque vous venez de nous quitter, permettez-moi de répondre à votre allocution. » La tension dans la salle était palpable. Charles Michel essaya d'intervenir. « Sébastien, peut-être vaudrait-il mieux ?» Mais Lecornu leva la main. « Non, Charles, il y a des moments où le silence devient complicité, et ce moment est dépassé. » Il se tourna vers ses collègues européens, mais sa voix portait assez pour être captée par tous les micros de la salle. Il savait que ces mots seraient retransmis, analysés, commentés dans le monde entier. « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, commença-t-il, nous venons d'assister à un numéro que Vladimir Poutine rôde depuis 25 ans, l'intimidation déguisée en dialogue. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. « Monsieur Poutine me reproche de m'occuper des affaires européennes alors que la France connaît des troubles internes. Permettez-moi de lui rappeler quelques faits. Sa voix se durcit. Qui a envahi la Géorgie, qui a annexé la Crimée en 2014, qui a lancé une guerre totale contre l'Ukraine en 2022, qui déstabilise l'Afrique, interfère dans nos élections, assassine ses opposants sur notre sol. » Chaque question claquait comme un fouet. Les dirigeants européens habitués aux circonvolutions diplomatiques découvraient un langage d'une brutalité inédite. Monsieur Poutine parle d'expérience historique. Parfait, parlons d'histoire. Lecornu fit un pas en avant. Combien de pays la France a-t-elle envahi ces 20 dernières années? 0. Combien de territoires la France a-t-elle annexé? 0. Combien d'opposants politiques français ont été empoisonnés à l'étranger? 0. L'attaque était méthodique, implacable. Et maintenant, parlons de la Russie de M. Poutine. Combien de pays envahis? 6. Combien de territoires annexés? 3. Combien d'opposants assassinés? Je n'ai pas assez de temps pour tous les énumérer. Le contraste était dévastateur. Mais peut-être M. Poutine préfère-t-il que l'on parle de politique intérieure, puisqu'il semble si préoccupé par la situation française. Lecornu eut un sourire glacial. La France traverse effectivement une crise démocratique où le peuple exprime librement sa colère dans les rues, une crise où les médias critiquent le gouvernement sans crainte d'être fermés, une crise où l'opposition peut s'exprimer sans finir en prison. Il se pencha légèrement vers l'avant. « Dites-moi, monsieur Poutine, quand avez-vous autorisé pour la dernière fois une manifestation d'opposition à Moscou?
Quand un journaliste russe a-t-il pu critiquer votre politique sans conséquence? Votre peuple a-t-il pu choisir librement ses dirigeants? Les questions fusaient, chacune plus embarrassante que la précédente. Vous parlez de stabilité, monsieur Poutine. Quelle stabilité? Celle d'un régime qui empoisonne ses opposants? Celle d'une économie qui repose uniquement sur les hydrocarbures? Celle d'un pays où l'espérance de vie masculine est inférieure à celle du Bangladesh? Les statistiques ne tombaient comme des couperets. Puis le cornu posa la question qui allait changer le cours de l'histoire moderne. Monsieur Poutine, savez-vous ce qui différencie un dirigeant démocratique d'un autocrate? Un dirigeant démocratique accepte la critique et en tire des leçons. Un autocrate menace ceux qui osent la formuler. Alors dites-nous de quelle catégorie relevez-vous? Le silence qui suivit était assourdissant. Même les interprètes avaient cessé de chuchoter. Les cornus venaient de traiter publiquement Poutine d'autocrate devant tous les dirigeants européens, devant toutes les caméras du monde. C'était du jamais vu. « Mais je n'ai pas terminé », continua-t-il avec un calme olympien. « Vous nous menacez de conséquences si nous défendons nos valeurs et nos alliés. Permettez-moi de vous rappeler quelles ont été les conséquences de vos actions pour la Russie elle-même. » Il sortit une feuille de son dossier. « Depuis votre agression contre l'Ukraine, votre PIB a chuté de 15%. Votre monnaie s'est effondrée. 300 000 de vos jeunes compatriotes ont fui le pays et vous êtes devenu le dirigeant le plus isolé de la planète. » Les chiffres étaient accablants. Vos seuls alliés sont des régimes parias comme l'Iran et la Corée du Nord. Vos oligarques cachent leur argent en Occident. Vos propres enfants étudient dans nos universités. Alors, monsieur Poutine, qui a vraiment gagné dans cette confrontation? Le cornu fit une pause, laissant l'impact de ses paroles se diffuser. Vous nous accusez de provocation dangereuse. Parfait. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est une vraie provocation. Sa voix monta d'un ton. Menacer des pays souverains, chanter l'Europe avec le gaz, faire exploser des gazoducs sous-marins, kidnapper des enfants ukrainiens, bombarder des hôpitaux. Voilà ce que j'appelle des provocations, monsieur Poutine. Il se redressa de toute sa hauteur. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce que la France va faire face à vos menaces. L'Assemblée retenait son souffle. Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à sa victoire complète. Nous allons renforcer notre présence militaire en Europe de l'Est. Nous allons durcir les sanctions contre votre régime et tous ceux qui le soutiennent. Et si vous pensez que la crise française nous affaiblit, vous vous trompez lourdement. Le cornu eut un sourire de défi. Elle nous révèle à nous-mêmes. Elle nous rappelle que la liberté a un prix et que ce prix, nous sommes prêts à le payer. Contrairement à votre peuple, monsieur Poutine, qui n'a même pas le droit de connaître ce prix. Il marqua une dernière pause avant l'estocade finale. Vous voulez savoir quelle est la vraie différence entre la France et la Russie, monsieur Poutine? En France, quand le peuple manifeste, le gouvernement l'écoute. En Russie, quand le peuple manifeste, le gouvernement l'emprisonne. En France, quand un dirigeant échoue, il démissionne. En Russie, quand un dirigeant échoue, il modifie la Constitution pour rester au pouvoir. Et puis vint le coup de grâce. Au fait, monsieur Poutine, avez-vous prévu de modifier encore la Constitution russe pour pouvoir rester président à vie, ou avez-vous enfin trouvé le courage de laisser votre peuple choisir librement son avenir? La salle était dans un état de choc total. Le cornu venait non seulement de répondre aux menaces de Poutine, mais de l'attaquer frontalement sur sa légitimité, sa politique intérieure, sa nature dictatoriale. C'était un séisme diplomatique. « Mesdames et messieurs les dirigeants européens, » conclut-il en s'adressant à ses collègues, « nous avons le choix. Soit nous continuons à avoir peur de M. Poutine et nous laissons détruire l'Europe démocratique pièce par pièce, soit nous lui rappelons que l'Europe, c'est 450 millions d'habitants libres, une économie 10 fois supérieure à la sienne et des valeurs qui ont traversé les siècles. » Il regarda une dernière fois la caméra qui retransmettait vers Moscou. « Monsieur Poutine, votre règne touche à sa fin. Pas parce que nous le décidons, mais parce que l'histoire le décide. Les dictatures finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges. La seule question, c'est de savoir si vous partirez dans la dignité ou dans le chaos. » L'écornu parla si calmement. Le silence qui suivit dura une éternité. Puis lentement, un à un, tous les dirigeants européens se levèrent et applaudirent.
Scholz, Mélanie Sanchez, tous sans exception. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les 27 dirigeants applaudissaient quelqu'un qui venait de défier ouvertement Vladimir Poutine. Ce qui se passa dans l'heure suivante défia toutes les prévisions. En Russie, la retransmission fut brutalement coupée. Les médias d'État tentèrent de minimiser l'incident parlant de provocation occidentale habituelle, mais les réseaux sociaux russes explosaient. Pour la première fois depuis des années, on y trouvait des messages de soutien massifs. Un dirigeant occidental, enfin quelqu'un qui dit la vérité à Poutine, écrivaient des internautes moscovites. Ce Français a plus de courage que tous nos opposants réunis, commentaient les jeunes de Saint-Pétersbourg. Au Kremlin, c'était la panique totale. Poutine, selon des sources diplomatiques, était dans une colère noire. Il avait convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité russe, hurlant contre l'insolence française et réclamant des mesures de rétorsion immédiates. Mais ses conseillers, pour la première fois, osaient exprimer des doutes. Vladimir Vladimirovitch aurait dit l'un d'eux peut-être ne faudrait-il pas escalader davantage. Cette confrontation ne nous fait pas honneur en Europe. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Les chancelleries qui quelques heures plus tôt critiquaient la France pour son instabilité interne découvraient qu'elles avaient enfin un leader capable de tenir tête à Poutine. Les appels affluaient vers Paris. Berlin voulait coordonner une réponse européenne commune. Rome proposait un axe franco-italien anti-russe. Londres, malgré le Brexit, cherchait un rapprochement avec cette France qui osait défier Moscou. Mais c'est en France même que l'onde de choc fut la plus forte. Les manifestations cessèrent brutalement. Les manifestants qui, quelques heures plus tôt, réclamaient la démission de Lecornu découvrirent qu'ils avaient un Premier ministre dont ils pouvaient être fiers. Au moins, on a un chef qui ne se laisse pas faire par Poutine, entendait-on dans les cafés parisiens. Il a eu le courage de dire ses vérités au dictateur russe, commentait-on à Marseille. Les médias français, jusque-là critiques envers Lecornu, durent réviser leurs éditoriaux. Le Figaro titrait « Lecornu redonne sa fierté à la France ». Libération analysait « Quand la crise révèle un leader ». Même l'humanité reconnaissait enfin un dirigeant français qui ne courbe pas l'échine devant un tyran. Mais l'effet le plus stupéfiant se produisit à l'Assemblée nationale. Les députés qui s'apprêtaient à voter une motion de censure contre le gouvernement Lecornu suspendirent leurs travaux. Marine Le Pen déclara « On ne tire pas sur un homme qui vient de défendre l'honneur de la France ». Jean-Luc Mélenchon ajouta « Pour une fois, nous avons un Premier ministre qui ne s'aplatit pas devant un dictateur ». Cette union sacrée inédite donnait à Lecornu une marge de manœuvre qu'aucun dirigeant français n'avait eue depuis De Gaulle. Les sondages qui le donnaient à 25% d'opinion favorable le matin le propulsèrent à 74% le soir même. La France venait de redécouvrir la fierté nationale. Dans les jours qui suivirent, Moscou tenta plusieurs contre-offensives cyberattaques contre les infrastructures françaises, campagne de désinformation, pression économique. Mais rien n'y faisait. Lecornu avait touché le point faible de Poutine, sa légitimité. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, le maître du Kremlin était publiquement ridiculisé par un dirigeant occidental et cette humiliation résonnait jusqu'en Russie. Mais le 15 septembre, 10 jours après la confrontation de Bruxelles, l'impensable se produisit une manifestation de soutien à Lecornu, eut lieu à Moscou. Quelques centaines de jeunes Russes bravèrent la répression pour scander « Merci la France » et « Poutine démission ». La police intervint brutalement, mais les images firent le tour du monde. Le Premier ministre français était devenu un héros pour l'opposition russe. Cette manifestation fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase au Kremlin. Poutine, selon des sources diplomatiques occidentales, sombra dans une paranoïa totale. Il limogea plusieurs conseillers, renvoya des généraux, réorganisa ses services de sécurité. L'homme qui terrorisait l'Occident depuis 25 ans découvrait ce que signifiait avoir peur. Un mois après Bruxelles, les conséquences géopolitiques étaient évidentes. L'OTAN, enhardie par l'exemple français, renforça massivement sa présence en Europe de l'Est. L'Union européenne vota de nouvelles sanctions contre la Russie à une majorité jamais atteinte. Les pays africains jusque-là hésitants commencèrent à prendre leur distance avec Moscou. Mais surtout, l'exemple français inspira d'autres dirigeants.
Le président ukrainien Zelensky multipliait les références à l'esprit de Bruxelles dans ses discours. Le Premier ministre polonais parlait de courage français. Même en Asie, le Japon et la Corée du Sud évoquaient la méthode Le Cornu pour résister aux pressions chinoises et nord-coréennes. Poutine, lui, était devenu l'homme le plus isolé de la planète. Ses rares alliés Iran, Corée du Nord, Biélorussie commençaient à douter. Loukachenko, lui-même, selon les services occidentaux, s'interrogeait sur la solidité de son protecteur russe. Le maître du Kremlin, qui quelques mois plus tôt dictait encore sa loi à l'Europe, découvrait que son empire était fragile. Le 1er novembre 2025, exactement 2 mois après sa confrontation avec le cornu Poutine, commit une erreur fatale. Lors d'un discours télévisé, il qualifia le Premier ministre français d'ennemi de la Russie et promit que les provocateurs français paieraient le prix de leur insolence. Cette nouvelle menace eut l'effet inverse de celui escompté. Au lieu d'isoler la France, elle souda l'Europe entière autour de Paris. L'Union européenne vota immédiatement des sanctions d'une ampleur inédite. Pour la première fois, l'UE visa directement Poutine, personnellement gelant tous ses avoirs européens et lui interdisant le territoire européen. L'OTAN activa l'article 5 à titre préventif, considérant que les menaces russes contre la France concernaient l'alliance entière. Mais le coup le plus dur pour Poutine vint d'où il s'y attendait le moins de l'intérieur. Le 15 novembre, plusieurs oligarques russes publièrent une lettre ouverte critiquant l'isolement croissant de la Russie et appelant à un dialogue constructif avec l'Occident. C'était la première fois depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir que l'élite économique russe le critiquait publiquement. Cette lettre ouverte provoqua une purge au Kremlin. Poutine limogea une dizaine de hauts responsables, fit arrêter plusieurs oligarques, réorganisant entièrement ses services. Mais ces mesures répressives ne firent qu'accentuer son isolement. L'homme qui avait bâti son pouvoir sur la peur découvrait que la peur, quand elle change de camp, devient un poison mortel. En décembre 2025, 3 mois après sa confrontation avec le cornu Poutine, était devenu méconnaissable. Les photos officielles montraient un homme vieilli aux traits tirés. Ses apparitions publiques se raréfiaient. Ses discours autrefois menaçants et assurés sonnaient désormais creux et désespérés. C'est dans ce contexte qu'eut lieu l'événement qui acheva définitivement le prestige international de Poutine. Le 20 décembre 2025, lors du sommet de l'OTSC, Organisation du traité de sécurité collective à Astana, Poutine tenta une dernière fois de restaurer son autorité devant ses alliés traditionnels. Il prononça un discours virulent contre l'arrogance occidentale et les provocations françaises, espérant rallier le Kazakhstan, l'Arménie et les autres membres. Mais l'impensable se produisit. Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, l'interrompit publiquement. « Vladimir Vladimirovitch, avec tout le respect que je vous dois, peut-être devrions-nous écouter ce que dit ce Français. Peut-être a-t-il raison sur certains points. » C'était du jamais vu. Un dirigeant de l'OTSC osait contredire Poutine en pleine session officielle. Le président kazakh Tokayev renchérit « L'isolement de la Russie nous isole tous. Nous devons réfléchir à notre avenir. » Un à un, les alliés traditionnels de Moscou exprimaient leurs doutes. Poutine quitta la salle avant la fin de la session. Les images de sa sortie précipitée, visage fermé, firent le tour du monde. Le tsar de toutes les Russies fuyait ses propres alliés. Pendant ce temps, le cornu consolidait sa position de nouveau leader de l'Europe libre. Le 31 décembre 2025, dans son discours de fin d'année, il put dresser un bilan que personne n'aurait imaginé 4 mois plus tôt. Mes chers compatriotes, en septembre dernier, la France était au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous guidons l'Europe vers la liberté. En septembre, on nous menaçait. Aujourd'hui, on nous respecte. Il conclut par ces mots prophétiques. À Bruxelles, face aux menaces de M. Poutine, je n'ai fait qu'une chose, rappeler que la France ne s'agenouille devant personne. 6 minutes ont suffi pour que le monde s'en souvienne, et certains au Kremlin commencent enfin à comprendre que les temps ont changé. L'année 2026 s'ouvrait sur un monde transformé. La Russie de Poutine, jadis puissance redoutée, était devenue un paria isolé. L'Europe, guidée par la France de Le Cornu, avait retrouvé sa fierté et sa cohésion. Et dans les rues de Moscou, de jeunes Russes scandaient parfois, malgré la répression, « Merci Le Cornu, merci la France ». Le 15 mars 2026,
Exactement 6 mois après la confrontation de Bruxelles, l'impossible se produisit. Alexeï Navalny, depuis sa prison, fit passer un message qui fut lu lors d'une manifestation clandestine à Saint-Pétersbourg. « Ce Français nous a montré qu'on pouvait regarder Poutine dans les yeux et lui dire non. Il nous a rendu l'espoir. Il nous a rappelé que les tyrans ne sont forts que tant qu'on les croit invincibles. » Ces mots répétés dans toute la Russie, malgré la censure, achevèrent de délégitimer Poutine aux yeux de son propre peuple. L'homme qui avait terrorisé l'Europe pendant 25 ans découvrait que la vraie peur, c'était de voir son autorité s'effriter sous les coups de la vérité. Mais la revanche la plus éclatante de l'écornu eut lieu le 9 mai 2026, jour de la fête de la victoire en Russie. Traditionnellement, Poutine organisait un défilé militaire grandiose sur la place rouge pour impressionner le monde. Cette année-là, pour la première fois depuis 1991, aucun dirigeant étranger ne fit le déplacement à Moscou. Même les alliés traditionnels de la Russie boudèrent la cérémonie. À Paris, le même jour, Lecornu organisait une cérémonie d'hommage aux victimes du totalitarisme en présence des dirigeants européens et de représentants de l'opposition russe en exil. Le contraste était saisissant. D'un côté, un dictateur isolé célébrant seul ses fantasmes de grandeur, de l'autre, un leader démocratique entouré de ses pairs et des forces de liberté. Les images parlaient d'elles-mêmes. Place Rouge-Poutine, seul sur sa tribune face à des gradins à moitié vides. À Paris, Lecornu, entouré d'une foule enthousiaste scandant « Liberté pour la Russie ». Le monde avait choisi son camp. L'été 2026 apporta la confirmation définitive du basculement géopolitique. Lors du sommet du G7 au Canada, Lecornu fut accueilli comme un héros par ses homologues. Biden le qualifia de conscience morale de l'Occident. Trudeau parla de courage exemplaire. Même le Premier ministre japonais évoqua l'inspiration française face aux menaces chinoises. Poutine, lui, n'était invité nulle part. Ses derniers alliés Iran et Corée du Nord commençaient à prendre leur distance. L'ayatollah Khamenei annula une visite prévue à Moscou. Kim Jong-un reporta indéfiniment un sommet bilatéral. L'isolement était total, définitif, irréversible. En août 2026, presque un an après la confrontation de Bruxelles, un événement symbolique acheva de consacrer la victoire de Lecornu sur Poutine. L'opposition russe en exil organisa un congrès de la Russie libre à Paris. Pour la première fois depuis la révolution de 1917, des Russes se réunissaient librement en terre française pour planifier l'avenir démocratique de leur pays. Lecornu ouvrit le congrès par un discours historique. Et mesdames et messieurs les représentants de la Russie éternelle, celle de Pouchkine et de Tolstoï, celle de Sakharov et de Solzhenitsyn, la France vous accueille comme elle a toujours accueilli ceux qui luttent pour la liberté. Votre tyran croit que la peur peut durer éternellement. Il se trompe. L'histoire nous enseigne que les dictatures finissent toujours par s'effondrer. La seule question, c'est de savoir quand. Ces mots résonnèrent jusqu'en Russie malgré la censure. Sur les réseaux sociaux russes, malgré la répression, on partageait des extraits du discours de Lecornu. Le Premier ministre français était devenu l'espoir secret de millions de Russes opprimés. L'automne 2026 apporta les premiers signes de l'effondrement du régime poutinien. En septembre, des manifestations éclatèrent simultanément dans 20 villes russes. Pour la première fois, les manifestants ne réclamaient pas seulement des réformes, mais la chute pure et simple du régime. Et sur leurs banderoles, on pouvait lire en français « Merci Lecornu »,« Vive la France libre ». La répression fut brutale mais inefficace. Les images de violences policières diffusées sur les réseaux sociaux ne firent qu'attiser la colère populaire. Poutine, qui avait bâti son pouvoir sur le contrôle de l'information, découvrait qu'à l'ère d'Internet, aucune censure n'était étanche. Le 5 octobre 2026, exactement 13 mois après sa confrontation avec Lecornu-Poutine, commit son erreur finale. Lors d'un discours télévisé, il qualifia les manifestants russes de agents français et accusa Lecornu de fomenter une révolution colorée en Russie. Cette accusation délirante acheva de le ridiculiser aux yeux du monde entier. La réaction de Lecornu fut d'une élégance meurtrière. Lors d'une conférence de presse à Matignon, il déclara simplement « Monsieur Poutine me fait trop d'honneur. Je ne fomente rien en Russie.
Je me contente de dire la vérité sur son régime. Si cette vérité provoque des révolutions, c'est que sa dictature était plus fragile qu'il ne le pensait. Cette réponse relayée dans le monde entier porta le coup de grâce au prestige de Poutine. Un dirigeant français de 39 ans venait de ridiculiser publiquement l'homme qui terrorisait le monde depuis un quart de siècle. L'inversion des rapports de force était totale. Novembre 2026 marqua le début de la fin pour Poutine. Des oligarques commencèrent à fuir la Russie. Des généraux demandèrent discrètement leur mutation. Des membres du gouvernement russe firent passer des messages à l'Occident pour préparer l'après-Poutine. Le régime se fissurait de toutes parts. Le 7 novembre, anniversaire de la révolution bolchevique, l'ironie de l'histoire voulut qu'une nouvelle révolution commence en Russie. Mais cette fois, c'était une révolution démocratique inspirée par l'exemple français et portée par les mots de Sébastien Lecornu. En décembre 2026, 15 mois après avoir défié Poutine à Bruxelles, Lecornu était devenu l'homme le plus respecté de la planète. Time Magazine le désigna homme de l'année pour la 2e fois. Le prix Nobel de la paix lui fut décerné pour avoir redonné courage aux peuples opprimés et montré que la vérité peut vaincre la tyrannie. Dans son discours de réception du prix Nobel à Oslo, Lecornu prononça ces mots qui resteront dans l'histoire. En septembre 2025 à Bruxelles, je pensais simplement défendre la Pologne contre les menaces russes. Je ne savais pas que 6 minutes de courage allaient ébranler un empire de peur bâti pendant 25 ans. Aujourd'hui, je dédie ce prix à tous ceux qui, en Russie, en Chine, en Iran, partout dans le monde, ont le courage de dire non aux tyrans. Poutine lui passait son premier Noël depuis 1999 sans recevoir aucun message de félicitations de dirigeants étrangers. Seul dans son bunker du Kremlin, l'homme qui avait voulu restaurer l'Empire russe mesurait l'étendue de sa solitude. Le 31 décembre 2026, dans son discours de Nouvel An, Lecornu put faire un bilan que personne n'aurait imaginé 15 mois plus tôt. Mes chers compatriotes, il y a 1 an et demi, la France doutait d'elle-même et le monde tremblait devant les tyrans. Aujourd'hui, nous guidons le combat pour la liberté et les dictateurs tremblent devant la vérité. Il conclut par une phrase qui résuma parfaitement son parcours. Nous avons appris que face aux menaces, il n'y a qu'une réponse digne: regarder la tyrannie dans les yeux et lui dire qu'elle n'aura pas le dernier mot. 6 minutes ont suffi pour changer le monde et le monde ne sera plus jamais le même. L'année 2027 s'ouvrait sur un monde où Vladimir Poutine, jadis maître du Kremlin et terreur de l'Occident, n'était plus qu'un dictateur vieillissant et isolé, hanté par les mots d'un Français qui avait eu le courage de lui dire ses vérités en face. Et Sébastien Lecornu était entré dans l'histoire comme l'homme qui avait libéré l'Europe de la peur et redonné espoir aux peuples opprimés. Tout cela grâce à 6 minutes de courage,